Vous êtes sur Medi 1, bienvenue dans Éco-Débat. Ordinateur hors d'usage, téléphone usé, équipement obsolète, des tonnes de déchets s'accumulent chaque année, fardeau toxique ou réservoir d'opportunités. Et si ces déchets devenaient un véritable pôle de développement économique, social et écologique pour les pays de la sous-région ouest-africaine. Pour en parler, deux spécialistes sont avec nous. M. Daniel Boussou, directeur d'E-Waste Academy, une entreprise d'équipement électrique et électronique. Face à lui, M. Eric Franck Patenveau, expert en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Monsieur Boussou, quelle est la situation actuelle des marchés des équipements électroniques en Afrique et que deviennent ces équipements en fin de vie? Merci pour la question. Les équipements, aujourd'hui, si on veut parler d'une situation des équipements, il faut dire qu'il y a une croissance des équipements électriques et électroniques aujourd'hui en Afrique. Parce que dans les différents ménages, vous pouvez constater que aujourd'hui, avec le niveau de vie qui a augmenté, des téléphones, dans une famille, on peut en trouver 2, 3, 4, 5 par personne. Donc du coup, on réalise qu'aujourd'hui, la situation est telle que les équipements électriques et électroniques sont en grande quantité. Une fois ces équipements usagés, une fois ces équipements parvenant en fin de vie, ils deviennent maintenant des déchets. Et c'est pourquoi nous parlons de déchets d'équipements électriques et électroniques. Quand c'est encore fonctionnel, ce n'est pas un déchet. Mais une fois parvenu en fin de vie, ça devient un déchet. Justement, M. Patenveau, quels sont les dangers spécifiques que posent ces déchets pour la santé de la population et pour l'environnement? Merci beaucoup. Déjà, il faut prendre en compte que la couche naturelle du sol est mise en danger par les déchets, de façon générale. Donc, qui dit déchets dit danger environnemental. Danger pour l'humain, parce que les déchets électroniques contiennent des substances nocives pour l'organisme. Des substances comme le plomb, le mercure font partie des risques auxquels on est exposé face à ces déchets électroniques. Monsieur Boussou, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives privées pour collecter, reconditionner ou recycler ces appareils de manière plus encadrée? Effectivement, il y a des initiatives, mais nous voulons préciser qu'aujourd'hui, avec l'existence des 3 R, à savoir la réparation, la réutilisation et le recyclage, on parvient au dernier R qui est le recyclage lorsque l'équipement ne peut plus en griffe rien faire. Donc les initiatives existent et aujourd'hui, avec la contribution de E-Waste Academy, nous avons une communauté dans laquelle se trouvent les différents acteurs de ces équipements électriques et électroniques. Nous avons ces acteurs qui œuvrent en fonction des domaines. Quand vous prenez le domaine de la téléphonie, il y a les acteurs des SINTTC, le syndicat national des techniciens de téléphone. Quand vous prenez tout ce qui est, comment on appelle, les appareils électroménagers, il y a le SINETSI. En d'autres termes, nous avons organisé en structure de sorte à ce que tous ces équipements ne se retrouvent pas dans l'environnement une fois parvenus en fin de vie, mais bien au contraire, soient traités selon les normes environnementales de façon écologique. Monsieur Patenveau, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives privées pour collecter ces déchets-là? Bien sûr, il y a des initiatives. Je parle de la sous-région. Dans la sous-région, bien sûr, il y a des initiatives privées, mais il faut comprendre que c'est un bébé naissant. La problématique est beaucoup plus en train d'être valorisée de nos jours, ce qui n'était pas le cas au préalable. C'est-à-dire que ça n'était pas valorisé au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même des initiatives. Et je pense que notre pays, la Côte d'Ivoire, est l'un des pays dans la sous-région qui a levé le drapeau rouge par rapport à la prise d'initiative. La preuve est que, sans vouloir trop féliciter nos dirigeants, mais la présidence a confié ce dossier, je crois, à la primature, qui était présent au E-Waste Day et qui a fait preuve de vouloir accompagner le projet. Et je pense que la Côte d'Ivoire a même sorti une loi qui est sûrement en attente de décret d'application dans le sens. Donc je pense qu'il y a déjà des initiatives au niveau étatique, dans la sous-région. Et j'ai écouté différentes délégations en parler aussi, qui confirment qu'il y a des initiatives au niveau régional. Et il y a des initiatives individuelles aussi au niveau régional. Le cas de la structure E-Waste, qui essaie de galvaniser dans la sous-région les différentes structures, qu'elles soient étatiques ou individuelles, à pouvoir évoluer dans le traitement de déchets électroniques, parce que l'avenir, si on ne prépare pas ce traitement dès maintenant, plus tard, nos enfants vont souffrir de beaucoup de maladies dont on ne fera même pas attention. Alors, moi j'ai envie de vous demander s'il y a véritablement des initiatives pour encadrer cela, pourquoi ces déchets se retrouvent dans les rues ouest-africaines?
Si vous vous souvenez bien dans mon allocution, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un bébé naissant en termes de problématiques. C'est maintenant qu'il est en train de prendre tout son pouvoir. On n'a pas le même niveau de problématique qu'en Occident. C'est maintenant que ça rentre dans nos priorités. Donc le traitement est en train d'être vraiment beaucoup plus efficient. On est en train d'essayer d'aller à l'efficacité et de l'efficacité vers l'efficience en termes de traitement. Il souffrait qu'on doit continuer de sensibiliser les gens parce que ce n'est pas évident. Monsieur Daniel a dit tout à l'heure, dans une famille, vous pouvez avoir 5-10 téléphones. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'accrochement par rapport au don. Donc, la valeur sentimentale par rapport au don fait qu'on ne peut pas se séparer alors qu'on est face à un déchet. Si on n'est pas sensibilisé, c'est normal qu'on continue de garder les déchets chez soi. D'accord. Monsieur Boussouzi, c'est véritablement encadré. Pourquoi on partage des trottoirs avec ces déchets? Justement, comme le docteur Patenvo le disait, c'est un bébé naissant et aujourd'hui on le partage avec le trottoir parce que c'est encore à l'état informel et nous sommes en train de travailler de sorte à pouvoir formaliser et professionnaliser pour que désormais ça soit bien cadré. Et lorsqu'il parle de bébé, il parle de quelque chose qui est encore à l'état très préliminaire. Donc du coup nous continuons le travail de sorte à pouvoir aboutir à ce que cet environnement-là soit professionnel et du coup lorsque nous allons atteindre cette étape-là avec nos autorités qui travaillent de leur manière à ce que nous aboutissons à cela, nous verrons que bientôt on ne va plus partager les trottoirs, même les chaussées avec ces équipements-là. Mais c'est un travail de longue haleine et nous y travaillons. Alors vous êtes... J'aimerais rebondir rapidement sur quelque chose. Merci. Il faut prendre en compte que dans la mise en place d'un dispositif, il y a plusieurs étapes. Donc on est en train de sensibiliser pour conscientiser les gens, mais beaucoup ne savent même pas qu'il faut avoir par exemple des poubelles déjà pré-triées qui permettent de pouvoir jeter les ordures. Il y a des familles où ils prennent et les ordures et les déchets électroniques, aller tout dans le même panier. Donc ce sont des étapes qui sont en train d'être franchies et je pense qu'on est sur une bonne voie. Et j'espère que d'ici peu, on pourra tous retrouver notre Abidjan Label sans avoir à être en discussion avec des déchets électroniques sur les bords et les abords de nos voies. D'accord. Docteur Patenvo, vous êtes expert en QHSE. Bien sûr. Alors, quel standard ou certification QHSE? Déjà, les normes de base, on parle d'environnement. Donc, la première norme, c'est la norme ISO 14001, qui est en version 2015, qui passera bientôt en version 2026, si les travaux sont terminés au niveau international. Et on a la norme ISO 45001, qui est la norme de santé, sécurité, environnement au travail. Donc, ça touche aussi l'environnement. Sans oublier qu'une norme spécifique est de mise, la R2 version 3 qui est sortie, qui s'occupe de tout ce qui est recyclage responsable. C'est la nouvelle dénomination qui a été donnée au lieu de 10, puisqu'on est passé à plus de 3 R. De 2 R, on est passé à 3, de 3, on est passé à 5 R. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique de prendre en compte toute la chaîne, depuis le fabricant jusqu'au dernier consommateur. D'accord. Donc, retracer beaucoup de choses, impacter sur l'empreinte carbone, réduire le taux de pollution dans l'environnement. Donc, pour rappeler ce proverbe qui dit rien ne se jette, tout se transforme. Donc, c'est dans cette logique qu'on y va avec cette norme de R2 en version 3. Mais quel rôle les entreprises locales peuvent-elles jouer dans la structuration d'une filière de valorisation des déchets D'accord. Les entreprises locales ont une part très importante et surtout avec le RSE. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que presque dans la majorité des entreprises, il y a le pôle RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, du coup, leur rôle ici, c'est de déjà sensibiliser en interne, puisque nous travaillons de sorte à ce que chacun soit informé sur les dangers liés aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, au travers des différents pôles, c'est de travailler à ce que leurs équipements, une fois parvenus en fin de vie, ne restent plus encore dans les différents bureaux et plutôt que cela soit collecté et envoyé vers des centres de traitement qui sont agréés par nos différentes structures. Voilà. Donc c'est un rôle très important au niveau des entreprises locales parce que, comme nous l'avons dit tantôt, il faut que les RSE prennent le dossier à bras le corps, de sorte à ce que les équipements, une fois parvenus en fin de vie, ne soient plus au niveau des entreprises. Mais l'élément très important, c'est qu'il faut que ce droit soit donné à des entreprises agréées
dans le domaine du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et comme le docteur l'a dit, parce que ces équipements, une fois parvenus en fin de vie, dégagent des équipements qui sont toxiques et aussi dangereux pour la santé humaine. Donc du coup, les garder dans les entreprises. Et s'il n'y a pas de sensibilisation, même au niveau des employés, cela constituera toujours un danger pour la santé humaine. Docteur Patenveau, comment vous réagissez face à l'implication des entreprises dans la revalorisation de ces déchets téléphoniques, électroniques? C'est quelque chose qu'on essaie d'inculquer et on se sert du canal de la RSE, qui est un outil qu'on utilise normalement pour le développement des entreprises. Qui est la RSE, qui est la responsabilité sociétale et environnementale. Okay. Donc le fait qu'on touche à l'environnement, on rappelle l'impact sur la société, on amène les entreprises à prendre partie de façon directe ou indirecte à ce projet-là qui est de réduire le taux de déchets et spécialement le taux de déchets électroniques. Ici, on ne parle pas de réduire pour juste broyer du déchet, non. On parle de possibilité de réutilisation à une échelle différente jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle le seuil de fin de vie. Là, on récupère maintenant des éléments pour faire de la réutilisation. Donc, on réintègre ces éléments dans d'autres éléments. Donc, on va sortir plutôt des produits qui seront des produits issus de reconditionnement. Et après les reconditionnements, quand on atteint un certain niveau de fin de vie, on regarde est-ce qu'ils peuvent être retransformés pour usage autre ou totalement détruits. Alors, comment intégrer les acteurs du secteur informel tout en garantissant un cadre sécurisé et respectueux de l'environnement? Déjà, pour intégrer les acteurs informels, ça passe toujours par la sensibilisation. Nous sommes face à une situation qui est très sensible. Sanctionner ne va pas résoudre le problème, mais plutôt éduquer. D'accord. Éduquer et inciter, parce qu'il faut motiver. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Si on trouve une solution qui dit, par exemple, à un collecteur de déchets que autant de kilos, autant de tonnage de déchets collectés, traités, retraités, améliorés, redistribués et ensuite retirés définitivement, passés à destruction, tracés et mis à disposition en termes de données vis-à-vis de l'État, vous amènerez par exemple un bonus fiscal. C'est un exemple que je donne. Vous êtes d'accord avec moi que le collecteur ne va plus s'amuser. Oui. Il va supplier même l'utilisateur in fine à lui ramener le déchet. Parce que lui, il tire profit. Et l'utilisateur in fine, si lui aussi il tirait profit, parce que à partir de la taxe carbone que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu valider avec la CGCI, qui est la représentation qui est la Confédération Générale des Entreprises de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui représente le grand patronat ivoirien, que je salue au passage, ainsi que la prématurée, la présidence de la Côte d'Ivoire, et aussi le ministère de l'Environnement, qui fait beaucoup dans ce domaine, même si on peut encore les encourager à faire mieux. Et tous les autres acteurs dont on ne mentionne pas les noms, qui sont des acteurs individuels qui, à leur niveau, font des efforts, j'encourage tout le monde à continuer les sensibilisations et à faire beaucoup de recommandations, en donnant aussi l'exemple. D'accord. Voilà. Si vous permettez, pour justement à la suite du docteur, il faut préciser aussi que c'est pour permettre au secteur informel de pouvoir vraiment travailler comme il se doit. On parle d'une structuration. Et une professionnalisation, parce qu'il faut reconnaître que ces acteurs informels constituent un nombre important aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, un nombre important dans le traitement des déchets, même si c'est informel, mais ils jouent un rôle important. Voilà pourquoi nous parlons de structuration. Et la e-Waste Academy, sur le plan local, en Côte d'Ivoire, travaille de sorte à pouvoir structurer ces différents acteurs informels et aussi leur donner des formations jusqu'à aboutir à la professionnalisation, de sorte à ce que, désormais, nous sommes en train de parler d'économie circulaire, nous ouvrons une canne pour dire que les équipements, une fois parvenus en fin de vie et que nous ne pouvons plus les réutiliser, comme le docteur l'a dit, il faut savoir que ces équipements-là contiennent des éléments qui servent de matière première pour des structures, pour des entreprises. Quand je parle de matière première, quand vous prenez le téléphone ou vous prenez l'ordinateur, il y a des composants là-dedans tels que l'aluminium, le fer, etc. qui, une fois démantelés, constituent des matières premières pour des entreprises.
puisqu'ils ont besoin du fer pour pouvoir travailler, ils ont besoin du plastique pour pouvoir travailler. Donc, juste pour dire qu'on travaille à la structuration et à la formation et à la professionnalisation de ces acteurs pour qu'une fois professionnalisés, structurés, ils travaillent selon les normes environnementales. Alors, vous avez parlé de J'aimerais structuration. renchérir ici, vous permettez quelques allez-y. secondes. Ouais. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple sur la fiscalité. Ouais. Parce que ça tend à les amener à pouvoir être structurés. Il D'accord. faudrait qu'ils soient structurés. Ils ne vont pas aller dans le désordre. Et D'accord. ça, c'est un travail très important pour pouvoir participer à la réduction des déchets. Et l'avantage derrière, c'est que ça prend en compte l'un des grands projets de développement de l'État de Côte d'Ivoire et même dans la sous-région, qui est de trouver d'une façon ou d'une autre de l'emploi. Donc, réduire le taux de chômage. Donc, professionnaliser ce milieu permettra de réduire en partie le taux de chômage et d'aider différents ménages à pouvoir quand même subvenir à leurs besoins. Alors, D'où la réduction du taux de pauvreté dans la Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez d'insertion professionnelle. Est-ce que vous voyez un potentiel de création d'emplois à travers le reconditionnement ou le recyclage local? Le potentiel est trop large. On n'est même pas encore à 0,010% de ce potentiel. On n'a même pas enclenché même 0,001% de ce potentiel. Il y a tellement, c'est une grosse manne financière et pour les États, et pour les citoyens, et pour les entreprises. Maintenant, c'est comment orchestrer une organisation qui permette à tout un chacun de pouvoir tirer profit de ce drap, de cette assiette, comme j'aime bien le dire. C'est ce que nous sommes en train Alors, de faire. tirer profit de cette assiette, comme le docteur Patenveau l'a dit, c'est aussi former une nouvelle génération de professionnels capables de gérer ces déchets de manière très responsable. Très responsable, comme vous le dites, et aussi pour renchérir ce que le docteur a dit, vous voyez, quand vous prenez la filière des D3E, c'est toute une étape et toute une chaîne, parce que nous partons de la collecte. Et quand vous commencez déjà par la collecte, c'est une niche d'emploi qui se retrouve là, parce que ne serait-ce que le volet collecte, c'est tout, je dirais, des milliers de personnes que nous pouvons employer à ce niveau-là. On arrive maintenant au transport, jusqu'à ce qu'on aboutisse au tri, déjà sur les lieux de regroupement, ainsi que le démantèlement. En d'autres termes, c'est une niche d'opportunités d'emploi et surtout réduire le taux de chômage au niveau de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous donner un exemple qui va mieux étayer la chose. Oui. Quand on prend un système, on parle de chaîne d'approvisionnement. Donc on a le début de la chaîne, on a le milieu de la chaîne, on a la fin de la chaîne. Durant la chaîne d'approvisionnement, c'est tout un tas de personnes, tout un tas de catégories d'employés que nous pourrons avoir. Nous prenons la logistique qui va être reliée à la chaîne d'approvisionnement, c'est encore une autre catégorie de business qui va se développer. Et nous prenons la partie médicale. Parce qu'on parle de la santé, sécurité, environnement au travail. Donc on va anticiper, on va être prévisible, donner des notions pour que les gens évitent de se retrouver face à des situations où ils seront définitivement malades. Donc l'effort au moins de réduire le taux de maladie inutile, parce que se rendre malade soi-même, c'est fait perdre de l'argent à l'État. C'est ça. Voilà. D'accord. Est-ce que, à vous deux, est-ce que vous pensez qu'un pôle de développement autour des déchets électroniques est réaliste en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Bien sûr. Effectivement, pour aborder dans le même sens que le docteur, je pense que c'est possible. C'est possible, effectivement, c'est possible dans le sens où, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une niche d'opportunités. C'est vrai que c'est une niche d'opportunités, mais jusque-là, les pays fonctionnent de façon vraiment indépendante. Oui, si le docteur me permet, allez-y. C'est vrai, les pays, justement, les pays ont travaillé jusqu'à ce que nous commençons à organiser les IOSD qui est un cadre de réflexion pour tout ce qui touche les déchets d'équipements électriques et électroniques. En cette année, la deuxième édition que nous avons vu la participation de plusieurs pays de la sous-région et qui sont venus pour qu'on puisse avoir un partage d'expérience de sorte à ce que nous sommes en train d'aujourd'hui élaborer puisse être dupliqué dans ces différents pays-là, de sorte à ce qu'on puisse traiter de façon unilatérale, voilà, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Que faut-il faire pour que ce secteur attire plus d'investisseurs privés ou publics? Docteur Patenveau. Déjà, il faudrait que les États facilitent l'accès et développent cet environnement pour les investisseurs. Vous savez, pour qu'un investisseur investisse dans un pays, même si le pays traverse un trouble quelconque, il suffit de lui démontrer qu'il a un intérêt à investir. Et la Côte d'Ivoire a toujours su le faire. Et je pense que la Côte d'Ivoire a même contaminé le Sénégal et le Bénin
aussi le Togo, je crois, dans cette lancée. Motiver l'investisseur à venir. Mon ami, vous investissez dans notre pays, voici les facilités que nous vous donnons. Mais la condition, c'est que vous participez à réduire le taux de chômage chez nous et à réduire le taux de pauvreté. Mais quand il est gagnant et qu'il participe à un écosystème qui est équitable, il n'y a rien de tel, il va courir. Et une chose à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention, c'est que quand un investisseur arrive dans un pays et qu'il participe à réduire le taux de chômage, mais ça lui allège la tâche fiscale aussi. D'accord. Voilà. Donc je pense que ça serait aux États de voir pour que nous, les particuliers, nous puissions aussi les accompagner avec notre expertise. Alors, est-ce que si un cadre fiscal incitatif existait, seriez-vous prêt à investir davantage dans le recyclage? Mais effectivement, parce que déjà, comme nous sommes arrivés à le dire, avec un cadre fiscal incitatif, tout le monde est gagnant. Et donc, du moment, quand tout le monde est gagnant, tout le monde est prêt à investir. Et puis, peut-être pour revenir un peu sur la question précédente concernant l'investissement, si quelqu'un inciter les gens à investir, bien sûr, un élément important qui va motiver les bailleurs ou les entreprises à investir dans ce pôle, c'est les données. Parce qu'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les données. Je vais investir dans ce domaine des déchets, d'équipements électriques et électroniques pour le recyclage. Je m'appuie sur quoi? Qu'est-ce qui me pousse à dire que si j'investis, je pourrais faire une rentabilité? C'est à travers les données. Voilà pourquoi cette année, la deuxième édition des USD, on a mis l'accent sur les données comme une nécessité dans le processus de transformation de nos villes africaines en espace durable. Et l'économie circulaire. On parle d'économie circulaire, mais sans données, on ne peut rien faire. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir travailler et résoudre ce problème, créer un mécanisme pour générer des données en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets d'équipements électriques et électroniques. Docteur Patevou, vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr, je pense que Daniel m'a arraché, comme on dit en proverbe africain, le crachat de la bouche. D'accord. D'accord. Donc il a touché un point sensible, économie circulaire et aussi l'impact sur le social. Très 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 important. Il n'y a pas d'investisseur qui peut investir sans données. Aujourd'hui, d'investisseurs conscients d'un certain niveau, d'un calibre donné, il lui faut les données. Et j'allais en venir et il a su emboîter le pas. Alors, les données, c'est un gros travail qui demande de réunir plusieurs spécialistes pour pouvoir collecter les données. Et je pense que, ayant été l'un des invités et même panéliste justement de la USD, nous en avons discuté et c'est un travail qui est en cours. Je crois qu'il y a des ateliers qui vont suivre et au sorti de ces ateliers, on trouvera une modulation qui permettra de pouvoir avoir un outil sur lequel on pourra se baser pour les prises de décision en termes de données. Docteur Patevou, vous êtes expert en QHSE. Est-ce qu'un label vert ou responsable pour les entreprises pourrait faire évoluer ces pratiques? Je crois que la Côte d'Ivoire avait sorti l'idée, si je ne me trompe pas, je n'ai pas trop les références sur la question des labels verts, mais je pense que ça pourrait s'étendre sur la question des déchets électroniques. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, on fait déjà de la labellisation avec Côte d'Ivoire norme, qu'on appelle Codinorme. D'accord. Et au niveau des D3E, qu'est-ce qui se fait? Effectivement, comme le docteur l'a dit, il faut dire que cette labellisation prend en compte tout ce qui touche l'environnement. Donc, du coup, ce qui sera agréable, c'est ce que déjà Codinorme est en train de faire. Et je pense qu'à la longue, cela sera appliqué à tout ce qui est équipement électrique et électronique. Et si j'ai bonne mémoire, aujourd'hui, même quand on fait les importations des équipements, il y a un sticker quand on met déjà sur les équipements pour dire que ce sont des équipements écolos. Donc déjà, c'est un élément très important à souligner au niveau des initiatives de nos gouvernants. Donc, mais là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'au sorti de Bâle, il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport aux dernières réunions sur le climat qui font qu'aujourd'hui, quand on vous produit un appareil, on vous dit quelle est la graduation écologique de cet appareil. Donc, je donne un exemple. Si on vous dit qu'un équipement est A, il est moins consommateur d'énergie, et il a la capacité de se dégrader moins vite. Il respecte un certain standard. Je parle dans certains détails. Des informations pour le consommateur. Ce sont des informations pour le consommateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on recommande au consommateur, quand il veut acheter un produit, de regarder ce calibrage qui est mis. C'est souvent, je pense que vous voulez acheter un réfrigérateur, vous verrez dessus, c'est mis en vert A, A+, A++, B, ainsi de suite. Ce sont des indices pour vous dire que, ou bien
des données pour vous dire que cet élément sera moins consommateur d'énergie et aussi répondra à la phase environnementale. Alors, dernière question, on va faire un tour de table rapidement. En un mot, votre vision de l'avenir des déchets électroniques en Afrique de l'Ouest, menace ou opportunité? Rapidement, docteur Patenvo, reste avec vous. Vous savez, dans mon domaine, on dit que toute menace est une opportunité d'affaires. Et je peux vous affirmer, avec toutes les compétences et connaissances que je dispose, que c'est une opportunité, une très grande opportunité, pour faire court. Effectivement, moi, j'aborderai également dans le même sens que le docteur. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est plutôt une opportunité. Lorsque nous savons orienter les différents aspects, nous savons orienter plutôt les investissements, et c'est plutôt une opportunité. Nous l'avons dit, on va plus se répéter, c'est plutôt une opportunité. Et j'insiste sur le terme opportunité. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir éclairé sur cette thématique. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.